Sujet, le gouvernement, dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, a prévu d'instaurer la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou pour les femmes seules. En revanche, Emmanuel Macron l'a dit et répété, il n'est pas question d'autoriser en France la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. Mais il y a des personnalités médiatiques qui font campagne pour la GPA. C'est le cas notamment de Marc-Olivier Fogiel, notre confrère d'RTL, qui a écrit un livre sur ce sujet pour raconter son expérience personnelle. Samedi dernier, sur le plateau dont n'est pas couché l'émission de France 2, Muriel Robin, actrice et humoriste, est venue en quelque sorte conforter Fogiel en égratignant du même coup un autre chroniqueur de l'émission qui s'appelle Charles Consigny et qui, lui, est contre la GPA. On revient sur ce sujet, mais d'abord on regarde les images. Mais je trouve que c'est formidable d'être à l'aube, je crois, de quelque chose qui... c'est parti, la machine est lancée, et éthique, pas éthique, parfois, malheureusement. Ton livre m'a beaucoup éclairé, parce que je me dis, tiens, donc il y a des femmes, je ne dis pas que j'ai raison, hein, tiens, il y a des femmes, c'est peut-être possible. Tout d'un coup, on dit, tiens, c'est vrai, si on pense en Afrique, un enfant qui arrive, il est l'enfant de tout le monde. Parce que c'est pour ça ce que je voulais dire, simplement. Et après, je vous laisserai la parole jusqu'au bout. Je vous dire, l'arrogance, ça me fait marrer, finalement. Voilà, l'arrogance, c'était pour Charles Consigny. Marin de Viry, c'est étonnant parce que ce discours-là, il se développe, il se déroule presque naturellement, alors même qu'on pensait qu'il y avait un consensus contre les mères porteuses. Comme si la force de ces personnalités ou leur aura était supérieure à ça. Oui, quand on lit même le rapport du Conseil d'éthique national, ils excluent totalement la GPA, mais c'est pour mieux dire que bon, la PMA c'est formidable. Effectivement, on pensait que c'était exclu. Moi, ce que j'en pense simplement, c'est qu'ils ne sont pas qualifiés, quoi. Ils ne sont pas qualifiés pour ouvrir un débat démocratique. Ils ne sont pas qualifiés pour parler de sujets qui sont des sujets anthropologiquement quand même très lourds, puisqu'il s'agit de la dispersion, si je puis dire, de la reproduction. Enfin, du fait que l'enfant ne naît pas d'un père et d'une mère, que, comme elle dit, et je suis frappé qu'elle convoque l'anthropologie africaine là-dessus, qu'elle dise un enfant en Afrique qui naît, c'est l'enfant de toute la communauté, donc pourquoi pas deux femmes, enfin, ou pourquoi pas deux hommes, ou pourquoi pas d'une communauté, parce que tout est permis avec la GPA, il n'y a pas de... Quand vous dites qu'ils ne sont pas qualifiés, Marc-Olivier Fogiel parle de son expérience personnelle, puisqu'il est lui-même homosexuel, marié, et il a deux petites filles nées de mères porteuses. Très bien, et il va donc raconter que c'est le bonheur et que c'est super, etc. Et on connaît tous des gens qui ont ce genre d'expérience et c'est pas un problème. Le problème, il est politique. La question, c'est de savoir quelle est la règle. Est-ce qu'on accepte cette idée que des enfants soient faits à l'extérieur, complètement à l'extérieur de ceux qui vont ensuite devenir leurs parents au sens social du terme. Et cette règle-là, elle ne peut pas se discuter dans Paris Match. Enfin, je veux dire, où est la qualification de Paris Match ? Où est la qualification de Paris Match ? Où est la qualification de Fogiel ? Où est la qualification de celle de Muriel Robin ? Enfin, d'une certaine façon, pour qui se prennent-ils ? C'est ça qui me fascine. Pour qui se prennent-ils du point de vue de leur expertise, de leur rapport au débat et de, comment dirais-je, leur capacité à intervenir sur quelque chose d'aussi important, d'aussi grave et qui concerne l'ensemble de la société et même ses fondements anthropologiques. Enfin, je veux dire, voilà, on parle de Fogiel et de Muriel Robin. On parle pas on parle de gens qui sont sympathiques mais qui n'ont pas forcément des idées très approfondies sur le sujet. Sauf Anne Fulda que ce sont des personnalités extrêmement populaires et donc dont la voix compte. Et alors, effectivement, ils ne font pas la loi comme vous intitulez le sujet. Il n'est pas question qu'ils fassent la loi. Ouais. En revanche, ils sont écoutés. Quand je dis la loi, c'est la loi médiatique. Voilà, mais ils sont écoutés par ceux qui font la loi. Et ils sont écoutés par les responsables politiques. Parce qu'effectivement, ils ont une certaine popularité. Ils représentent, dans une certaine mesure, l'air du temps. Donc, dans une certaine mesure. L'air du temps. Donc, donc, ils sont quand même écoutés. Alors après, c'est pas eux qui vont influencer, mais c'est vrai que lorsqu'on voit... voilà, Marc-Olivier Fogiel, il a eu accès, grâce à son livre, c'est vrai qu'il a la une de Paris Match, il a TF1, il a tous les grands médias.
Donc, obligatoirement, au bout d'un moment, ça infuse quand même dans la société. Ça peut aussi créer des réactions contraires, mais ça peut aussi créer de l'empathie, de la compréhension. Donc, il faut voir qu'il y a 30 ans, par exemple, on ne voyait pas non plus de couples homosexuels dans les séries télé. Enfin, c'est de cet ordre-là. C'est la société qui bouge, et de temps en temps, la société bouge avant les lois. Alors, ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont légitimes pour la faire bouger, mais ils peuvent participer à la faire bouger. Richard Bouygues, vous pensez qu'il y a une forme de stratégie, c'est-à-dire que, par exemple, on peut penser que Fogiel sort son livre au moment où il y a la discussion de la loi sur la PMA, parce que lui est favorable à ce qu'on aille encore plus loin? Bon, d'abord, le débat sur la PMA est régulièrement repoussé, donc je veux dire, il ne l'a peut-être pas non plus calculé exclusivement là-dessus. En tout cas, je ne sais pas ses motivations par rapport à ça. Moi, ce que ça me donne comme impression, c'est que on a un peu interdit le débat sur la GPA, et je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où on ne peut plus bannir a priori un débat. Ça doit être quelque chose qui est conclusif et pas introductif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dit la GPA non, mais sans aller dans le débat lui-même. Et je pense que quand on fait ça aujourd'hui, cette société ne tient pas sur cette valeur, et en gros c'est tabou, si à un moment donné il n'y a pas de démonstration, s'il n'y a pas d'affirmation, s'il n'y a pas d'argument. Or aujourd'hui, le risque de ne pas avoir fait le débat, de ne pas l'avoir porté, avec les difficultés qu'il y a, parce qu'il y a le débat théorique, mais il y a aussi le sort, par exemple, des enfants qui sont nés de GPA et qui existent et qui sont bien là aujourd'hui. C'est une vraie question et qui mérite aussi d'être posée, peut-être dans d'autres termes d'ailleurs que celle de certaines émissions télé. Mais est-ce que finalement, à interdire un débat, on ne s'est pas donné aussi à un moment donné les moyens, entre guillemets, d'avoir des faux débats, d'avoir des débats qui sont mal posés et qui sont portés par des personnes qui, certes, ont un rapport personnel avec le sujet, mais qui ne le posent pas avec la distance qu'aurait mérité ce débat. On l'a eu déjà, ce sentiment, on l'a eu au moment du Pacs, on nous a dit non, mais pas le mariage, vous savez, ce ne sera pas possible. Au moment du mariage pour tous et de l'adoption, on a dit oh, surtout pas la PMA. Finalement, la PMA, on va avoir le débat et ça va faire un espèce... Et là, tout d'un coup, il y a la GPA et je pense que interdire le débat, à un moment donné, nous a mis dans une situation compliquée parce que je pense que la société a besoin à un moment donné qu'on n'arrive pas simplement sur il y a un tabou, mais plutôt il y a une démonstration et on arrive au final à dire qu'on est sur ce débat. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, ceux qui portent le débat le portent parce qu'il n'est pas posé ailleurs de manière sérieuse. Oui, sauf erronément que là, le débat s'ouvre, mais les anti-GPA, ils ne font pas la une de Paris Match parce qu'ils n'ont pas la notoriété de Marc-Olivier Fogiel. Lors de l'émission de Ruquier, effectivement, ils ont ça fait partie du débat. Moi, je ne suis pas particulièrement choqué. Je trouve que ça fait partie du débat politique. Il y a des personnalités qui s'engagent là pour je vais appeler cette cause, mais il y en a plein qui s'engagent pour plein de causes. Alors personnellement, que ce soit celle-là ou d'autres, ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas influencé par, le fait que Bernadette Chirac aime les pièges jaunes ou que Muriel Robin ait une position sur la GPA. Non mais voilà, mais effectivement, ça suscite, ça contribue à incarner une cause et à la rendre populaire. Quelle est la capacité contributive, excusez-moi, mais dans le débat de Muriel Robin et de Fogiel? Ah mais je suis d'accord, ça je suis d'accord avec vous, mais je trouve pas non plus de raison de légitime. Ils ne sont pas disqualifiés non plus. Voilà, ils ne sont pas a priori d'absence de légitimité. Ils ne sont pas disqualifiés, oui, mais ils devraient être à leur place, c'est-à-dire à la place de témoignage d'une expérience heureuse pour Fogiel. Très bien, parfait, ça doit exister. Voilà, mais donc ça fait partie du débat. S'il y a une personnalité, il y a des personnalités qui se sentent plus proches des opposants à la GPA, qu'elles s'expriment. La question est de savoir est-ce qu'il y en a et est-ce qu'elles le feront et pourquoi elles ne le font pas. Est-ce que le débat se fait de manière sereine? Est-ce que toutes les positions peuvent s'exprimer de manière équitable? J'en suis pas complètement convaincu. Mais là, on a vu aussi que les opposants à la GPA, si je considère par raccourci que c'était les mêmes qui s'opposaient au mariage pour tous, donc la manif pour tous, ils ont trouvé les moyens de se faire entendre qu'il fallait se faire entendre. Ça fait partie du débat démocratique. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Personnellement, je ne suis pas très un grand enthousiaste de ces débats. Je ne connais pas cette émission, donc je n'ai pas vu de débat. On va vous la montrer, c'est tous les samedis soirs avec Laurent Ruquier. Les commentaires sur Twitter, selon vous, ça c'est la question qu'on vous a posée, les personnalités publiques ont-elles une influence dans les débats sociétaux? Vous nous répondez oui aux 2/3. Et puis voici quelques commentaires pour JF, déconnectés de la réalité. Elles ne cherchent qu'à promouvoir leur vision de la société idéale et souvent par la même occasion leur carrière. Beaucoup d'internautes nous disent comme si la GPA est au final déjà programmée.
Et Brunito nous dit, ces people animent le débat public dans le sens où ils veulent juste se mettre sur le devant de la scène. Et Babino ajoute, Muriel Robin s'érige en porte-parole des Français, je trouve cela assez déplacé. Peut-être, Marin de Viry, que c'est parce que le débat strictement politique est difficile à organiser sur ces sujets. Par exemple, sur la PMA, où notamment les gens de droite, j'en connais quelques-uns qui sont plutôt opposés, n'ont pas envie de venir en première ligne parce qu'ils vont avoir l'impression d'être contre le progrès ou de ne pas avoir de cœur. Ou... Il ne s'agit pas d'être contre le progrès, il s'agit de savoir quel est le contrôle que l'on veut de la technique dans son existence. Voilà. C'est ça. La GPA, d'ailleurs, comme la PMA de ce point de vue-là, c'est au fond se confier à la technique médicale, cette capacité humaine que nous avons de nous reproduire. Bon, c'est un débat philosophique profond, la question de savoir si la technique, nous devons nous y soumettre, ou en tout cas l'utiliser à des fins qui sont des fins particulières, quoi. Voilà. Bon, c'est pas un débat qui peut être comme ça posé, enfin qui doit être posé, me semble-t-il, avec dignité, et qui doit, je suis entièrement d'accord avec vous, qui doit être posé à fond. On doit parler de la GPA, on doit en parler à fond. Voilà, et puis à ce moment-là, on verra ce qu'il en sort. Et s'il en sort, au fond, que seul le désir d'enfant est une sorte de... Le désir d'enfant et le principe d'égalité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, ça c'est plus particulièrement pour la PMA, est quelque chose qui fait la loi, à ce moment-là, très bien, c'est le désir d'enfant et le principe d'égalité entre homosexuels et hétérosexuels qui fait la loi, et ça n'est pas forcément l'idée qu'on pourrait se faire de l'intérêt de l'enfant, d'avoir un père, enfin une origine paternelle et une origine maternelle. Très bien, mais au moins le débat sera tranché, posé comme ça, et aura été instruit de cette manière-là, et d'autres manières aussi qui sont possibles. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut le faire, enfin je veux dire, c'est à ce niveau de réflexion qu'il faut le faire, c'est pas chez machin, là, comment il s'appelle pardon, Ruquier, excusez-moi. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir, c'est de poser le débat comme il convenait. Merci à tous les quatre de l'avoir permis. Point de vue, c'est fini pour ce soir. À demain, même heure, même endroit. Bonsoir à tous.